Un, deux, bonsoir. Bonsoir et puis merci d'être venu. Bon, je suis un peu stressé parce que d'abord, je suis dans les beaux quartiers, quoi. En plus, je suis à un endroit où Stéphane Paoli prenait la parole tous les dimanches dans son émission et il posait des questions tellement philosophiquement élevées que je me demande si je vais être à la hauteur du lieu, quoi. Voilà. Et ensuite, bon, quand Jean-Daniel Magnin m'a proposé de venir, il m'a dit que c'était sur les blocages français, vous avez vu. Moi, je trouve que ça fait très Macron comme thème, en fait. Et en fait, les blocages, je suis plutôt pour. J'ai passé mon printemps dernier à essayer de construire des blocages un peu partout. Je trouve que les blocages, en gros, depuis 20 ans, s'il n'y avait pas eu les blocages, on aurait peut-être plus de sécurité sociale et plus de retraite et plus de tout ça. Donc finalement, les blocages français, je suis pas sûr que... Mais ce que je veux dire, c'est que je suis contre les blocages, mais c'est des blocages capitalistes et c'est pas des blocages spécifiquement français. Par exemple, dans le dossier Ecopla sur l'aluminium, bon, on reviendra peut-être dessus, mais je vois que la boîte a été détruite par des tas de raisons qui sont pas spécifiquement françaises. Donc voilà un peu le truc. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais foutre là-bas, quoi. Ensuite, j'ai vu que vous payiez 14 €. C'est ça, non? 12. Ah bah j'ai vu 14. Mais enfin, c'est pas grave, 12 quand même. D'habitude, je suis habitué à parler gratuitement. Hein. Vous savez que vous pouvez me voir gratuitement. Même, je devrais aller voir. Vous remplacez mon psy, alors normalement, c'est moi qui devrais vous payer. Donc, je sais pas. Bon, je coche gratuitement à Piquigny régulièrement, à Ily-sur-Somme. Enfin, voilà, il y a de la place encore. Bon. Donc, ça me stressait que vous payiez. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont en avoir pour leur argent? Ensuite, j'ai vu sur le site qu'il fallait que c'était une performance. Bon, ok, causer, ça va, mais faire une performance, je sais jongler qu'avec 3 boules. Et puis, comme je suis en campagne, moi, j'ai pas le temps, si vous voulez, de me remettre au jonglage avec 4 boules ou ainsi de suite. Je passe mon temps, là, je suis passé ce matin à voir les cheminots, la CGT cheminots à Amiens, pour organiser une projection du film de Balbastre à la salle de Longo. On a réfléchi à ce qu'on va faire des drapeaux pour ma campagne, et puis on a réfléchi à qu'est-ce qu'il faudrait mettre en Picardie debout pour ma campagne, et ainsi de suite. Donc voilà, un peu, je suis pris dans ce bordel-là, faire des tracts, quelles photos, machin, ceci, cela. Donc, bon, j'ai pas le temps. Moi, quand je vais pisser, je pense à ma campagne, je pense à faire des voix, vous voyez. Et je pense pas à faire une performance au terrain du rond-point. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec vous? Bon, je veux dire, excusez-moi, mais je n'ai plus rien à foutre de vous. Vous votez pas sur la circonscription. Hein. Donc, comme je m'en fous, je me suis dit, bah, je vais faire un entraînement. Vous êtes mes cobayes, d'accord? Voilà. Donc, d'abord, je viens pour recruter. Je distribuerai des feuilles avec des stylos bics et puis tout ça pour vous recruter pour la campagne. On va faire comme si on était le 17 février, puisque le 17 février, c'est mon lancement de campagne à la salle du Chiffon Rouge à Flix-Secours, donc qui est au centre de la circonscription. Il faut quand même que vous ayez une représentation mentale de la chose. Une circonscription qui va de Longo, Camon, Amiens-Nord, quartier Saint-Maurice à Amiens, qui traverse tout le Val-de-Somme jusque Flix-Secours, puis la vallée de la Nièvre jusque Abbeville. Donc voilà, et même au-delà vers Saint-Riquier. C'est important que vous ayez ça en tête. On aurait dû distribuer une carte de la circonscription. Mais bon, donc voilà, on est là, on est à Flix-Secours. Il faut vous imaginer que dehors, quand vous sortez, bon, il y a la patinoire qui vient d'être construite, mais derrière, il y a le château des Frères Saints. Hein. Le Flix-Secours, c'est le point de départ de mon film, quelque part, puisque c'est le lieu d'origine de la fortune de Bernard Arnault. Dans les années 80, il promet de reprendre tous les employés du groupe Boussac-Saint-Frère. Et finalement, il liquide tout le monde, sauf Dior et Conforama qui gardent, et c'est là-dessus qu'il va construire son empire du luxe. Un peu plus loin, à l'Étoile. Vous voyez où est l'Étoile ou pas? Non. Au bar des sports à l'Étoile. Donc c'est à 4-5 km de là. C'est là que j'ai interviewé Gillette. Gillette, elle avait été salariée du groupe Boussac-Saint-Frère, dont elle avait été licenciée. Et ensuite, elle avait été licenciée aussi du groupe Parisot Siège de France, de la famille Parisot, le père et les oncles de Laurence. Elle me disait, bah voilà, moi, j'ai dû quitter la maison. À l'inverse de Méclure dans le film, elle avait dû quitter sa maison. Et elle me disait, j'ai même plus une petite cuillère à moi, je vis chez ma fille. Et à Noël dernier, avec mon mari, on a failli ouvrir la bouteille de gaz. Donc on discutait comme ça. Et j'avais là, avec moi, le numéro de Paris Match, où on voyait
la traîne, le mariage de la fille de Bernard Arnault avec une traîne de 50 mètres de long, c'est des images qu'on voit au tout début de mon film. Donc il y a le pape qui a fait un discours, il y avait un feu d'artifice qui a duré pendant 2 heures et tout ça. Et je demandais à Gillette, mais est-ce que vous faites le lien entre votre situation et Delphine Arnault? Elle dit, bah non, je vois pas qu'est-ce qu'il y a comme lien. Et je trouvais ça assez fort qu'ils aient réussi à sortir le crime de la mémoire des victimes elles-mêmes. Bon, alors pourquoi? Parce qu'il y avait un décalage dans le temps, il y avait 30 ans qui s'étaient écoulés, mais il y a une autre raison qui est plus importante, c'est que pour moi, il y a une disjonction du monde des riches et du monde des pauvres. Ce qui fait qu'ils n'ont pas... Gillette, elle ne passe pas tous les matins devant la Porsche de Bernard Arnault, le yacht de Bernard Arnault, c'est assez rare sur la Somme. Elle n'a pas... c'est à Saint-Tropez qu'il a une demeure, il a un hôtel à Courchevel, il a un grand appartement à New York, il a un hôtel particulier à Paris, mais tout ça, elle ne l'a pas sous les yeux. Donc, elle ne voit pas où va sa plus-value. Et ça, je pense que c'est pour nous un gros souci politique que de faire se relier le monde des riches et le monde des pauvres. C'est un truc que j'essaye de faire dans mon film. Mais si on prend la comparaison avec ce qui se passait avant, puisqu'on est à Flixecourt avec la famille Saint, il y avait les châteaux de la famille Saint qui se trouvent là, autour de nous, sur les collines de Flixecourt. Mais même quand on va au cimetière de Flixecourt, vous avez les chapelles pour les riches, mais des gros bâtiments. Je voudrais faire avec vous une visite politique de Flixecourt. Et à côté, vous avez les ouvriers qui étaient enterrés à même le sol. Mais quand vous entrez dans l'église, vous avez un carré réservé pour les riches avec des petits fauteuils molletonnés. Et à côté de ça, vous avez les sièges en paille qui étaient pour les ouvriers. Hector Malot est venu faire une étude, une enquête, comme Zola les faisait, pour son roman En famille, non pas sans famille, mais en famille, à Flixecourt, et il parlait de cette proximité des taudis et des châteaux. Mais ça avait des effets politiques. Ça construisait les gens de voir où allait la plus-value directement, à tel point que les manifs se terminaient devant les châteaux, et qu'il y en a eu 2 qui ont brûlé quand même. Donc vous voyez, des espèces de jacqueries ouvrières comme ça. Donc ça produit des effets. Et je pense que le gros souci qu'on a aujourd'hui, c'est que les gens de Flixecourt, et d'ailleurs, vous faites pas le lien immédiat entre où va la plus-value de votre travail. Qu'est-ce que ça devient? Où est le monde des riches? Vous ne le voyez pas, et du coup, le fait de ne pas avoir cette image en tête, ça ne construit pas politiquement. Je fais le lien avec un politiste d'Amiens qui s'appelle Patrick Lehingue, et qui me disait que, en gros, quand on n'allait pas bien, on cherchait toujours des causes à son malheur, et que ça fonctionnait sur un mode relativement binaire. Jusque dans les années 70, début des années 80, pour la gauche, il y a les petits contre les gros. Les ouvriers contre les capitalistes. Bon, voilà, une division assez simple. Et puis là, dans les années 80, on se met à dire aux gens, non, non, c'est beaucoup plus complexe que ça fonctionne en tribu, oui, voilà, il y a de la complexité partout, on ne peut pas résumer, c'est trop manichéen, et ainsi de suite. Les gens, c'est pas pour autant qu'on élimine une vision relativement binaire du monde. Simplement, une fois qu'on a fait tomber le grand conflit capital-travail, ce qui le remplace, ce qui est à la place, eh ben, ça va être toujours un truc binaire, mais ça va être le privé contre le public, ça va être les assistés contre les travailleurs, ça va être évidemment les Français contre les étrangers. On est dans cette commune de Flixecourt, qui est encore dirigée par un maire communiste, mais où le Front National est quand même monté à 45% aux dernières régionales. C'est dans ce contexte-là qu'on se trouve, et c'est pour ça que je crois à la nécessité de replacer le conflit capital-travail, et de, surtout, on y reviendra, mais rendre visible les dégâts de la finance, et donner des visages à tout ça. Alors, ma candidature que je vous présente ce soir, il faut savoir que c'est aujourd'hui même, pour information, je vous délivre cette information, que je viens de réussir à réunir, c'est fait, le Parti communiste, les Verts, Ensemble, et les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon. Donc voilà, c'est fait pour aujourd'hui. Ma candidature n'a de sens que si elle s'appuie sur des luttes ou sur des gens. C'est pour ça que j'ai demandé à Sylvie et Annie, qui sont auxiliaires de vie sociale, vous pouvez venir, qui sont auxiliaires de vie sociale dans la Somme, de venir ce soir. Alors, je vais vous dire comment, parce que je ne pense pas que vous ayez particulièrement entendu parler dans les grands médias de la situation des auxiliaires de vie sociale. Vous en avez entendu parler ou pas?
Non. Bon. Alors moi non plus. Et au printemps de l'année dernière, j'allais assister à un procès puisqu'il y avait des jeunes qui se faisaient poursuivre à Amiens pour des dégradations. Donc j'allais assister au procès. Et puis là, il y a une jeune femme, Fétia, qui me dit bah oui, mais il faut que tu t'intéresses à la situation des auxiliaires de vie parce qu'on va passer de prestataire à mandataire. Je me plante tout le temps, c'est pour ça qu'elle rigole. On va passer de prestataire à mandataire. Il y a des problèmes avec le conseil départemental et tout ça. J'ai rien compris. Bon. Je suis bon, d'accord, ok. Ben, vous savez, les gens, je suis un bureau des plaintes, moi, vivant, quoi, sur pattes, tu vois. Donc, bon. Après, le soir, j'avais une projection de Merci Patron dans une salle municipale à Ailly-sur-Somme. Vous voyez tous où c'est, donc il n'y a pas de problème. Et donc, là, à la fin du truc, il y a un mec qui vient d'apporter un tract complètement illisible, tout en majuscule et tout ça, force ouvrière. Ouais, il faut que tu t'intéresses. Il y a une dame qui est venue nous voir. Là, je leur ai fait un tract, mais sur la situation des auxiliaires de vie, parce qu'elles vont passer de prestataire à mandataire. Alors, je me dis, 2 fois dans la même journée, c'est qu'il y a quand même un truc qui est en train de se passer. Et donc, c'est comme ça que je me suis intéressé à votre esquisse de lutte à ce moment-là. Et alors, pour nous, donc, avec Sylvie, Annie, Brigitte, alors là, on peut commencer à projeter, si vous voulez. Il y a des photos qui ont été faites par un copain qui s'appelle Alexis Mangenot. On va causer en même temps, mais sur le travail des AVS. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Que vous êtes venus, ça fait bien une bonne dizaine de fois que Fakir sert de quartier général. Parce que tout le problème, c'est que les salariés sont éclatés sur des tas d'associations diverses, à Ailly-sur-Somme, à Amiens, à Corbie, dans le Vimeux pour vous, enfin, elles sont un petit peu partout, donc c'est vachement dur de les rassembler, même au sein de leur association, c'est relativement individualisé, donc on a un gros problème comme ça. En plus, il y en a qui sont à la CGT, la plupart sont nulle part, évidemment, il y en a qui sont à la CGT, d'autres à la CFDT, à Force ouvrière et tout ça, donc l'intersyndicale se déroule à Fakir. Et donc, ça fait une dizaine de fois et puis on a mené des actions ensemble et tout ça. Je vous le donne ce micro-là, je vais en prendre un autre, il y en a 2. D'accord ? On va essayer. Ah si. Donc, est-ce que simplement vous pourriez décrire votre journée? Qu'est-ce que vous avez travaillé aujourd'hui? Donc, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? C'est-à-dire notre métier, nous, c'est d'accompagner les gens, les personnes âgées, de les laisser chez elles le plus longtemps possible. Donc, on intervient matin, midi et soir. Le matin pour les lever, la toilette, le petit déjeuner. Et après, on a plusieurs personnes le matin. Le midi, on y va aussi pour leur préparer leur repas, leur servir. Quand ils sont fort handicapés, leur changer la protection, parce que malheureusement, on en arrive là. Et après, l'après-midi, c'est un petit peu du ménage. Et le soir, on y retourne pour le repas du soir, les déshabiller, et une petite toilette à nouveau, et puis les coucher. Voilà. Et donc, en général, vous commencez à quelle heure et vous terminez à quelle heure? 7h. Oui. 7h, 7h30. Oui, mais chaque journée est différente. On ne voit pas forcément toujours les mêmes personnes. Chaque journée est différente. Et vous terminez à quelle heure en général? 20h, 20h30. Ouais, 20h, 20h30. Moi, j'ai eu une période où je finissais à 21h. Ouais. Et alors, vous gagnez combien? Alors là, c'est... Voilà. À peine 1000 euros. Voilà. Et avec le prestataire, donc c'est-à-dire que le prestataire, c'est l'association qui est employeur. C'est là que vous allez avoir du mal. Mandataire, voilà. Donc le prestataire, c'est l'association qui est employeur. Donc avec le prestataire, nous avons acquis quand même des droits, c'est-à-dire l'ancienneté déjà, la reconnaissance du métier, donc avec un petit supplément horaire. On avait des indemnités kilométriques entre 2 personnes, parce que nous, on intervient dans des villages, donc on a plusieurs kilomètres à faire entre chaque maison. Et donc, on avait des indemnités kilométriques. Le temps entre 2 maisons, du temps payé, le temps intervacation, la mutuelle, l'ancienneté aussi, des formations. On avait des droits. Et depuis 1 an maintenant, le département nous parle de revenir en arrière, c'est-à-dire de revenir en mandataire, comme on était avant. Donc le mandataire, c'est la personne âgée qui va être employeur. Et donc, on n'a plus d'emploi garanti, puisque quand la personne décède, on perd un employeur. Et là, on perd aussi nos indemnités kilométriques, on perd notre ancienneté, on perd le temps intervacation. Donc, en faisant le calcul, quand on redevient mandataire, on perd environ 30% de notre salaire.
Et donc, depuis plusieurs mois, nous nous battons contre ça, contre le président du département. Et malheureusement, il refuse de nous écouter. Donc, avec l'aide de François, des élus, on rencontre des élus, on essaie de toucher le maximum de personnes. Mais... Alors, elle dit, on rencontre, vous verrez les photos après, ça se passe dans des conditions parfois particulières. Oui, oui, oui. Ça se passe comment? Oui. La première fois, on s'est invité de force, on va dire, au département, au moment de l'apéro, au moment de leur repas. Donc, on est rentré un petit peu par force. Forcément, ça n'a pas plu. Hein. Ils étaient tous avec le verre de champagne, les petits fours et tout. Et on nous a demandé de sortir et on a refusé, forcément. Parce que nous, on demande un débat public pour pouvoir nous expliquer. Et forcément, le président ne veut pas. Donc, pour nous faire sortir, ils ont appelé la police. La police est venue. Comme on ne voulait toujours pas sortir, ils ont appelé du renfort. Et nous, on était 9 auxiliaires de vie. Et ils étaient 40 policiers pour nous sortir. Mais ils ne nous ont pas sortis de force. Hein. Même, elles ont trouvé les flics mignons, elles ont demandé leur 06, quoi. Et moi, ce jour-là, j'avais même demandé un verre d'eau. Il n'y en avait même pas d'eau à m'offrir. Donc, voilà, déjà. Et donc, avec le parti Somme à gauche, on a convenu d'un rendez-vous. Donc, ils nous ont reçus le lendemain. Ils essaient de nous défendre, mais malheureusement, ils ne sont pas assez nombreux pour nous défendre. Et c'est toujours la bagarre, quoi. On n'avance pas beaucoup. Le matin de cette action, alors moi j'ai plutôt freiné à faire des actions pendant des mois parce que je voulais pas je veux pas qu'on soit dans la manipulation gauchiste. Donc moi je voulais absolument pas ça. Et puis ensuite, vous avez quand même pas l'habitude de la lutte. Non, c'est la première fois qu'on on n'est pas exactement avec les gouilleurs, quoi. Donc voilà, donc le matin où vous êtes arrivé à Fakir et où on préparait cette action-là, c'était silencieux, quoi. Oui. Tout le monde était mutique, on se regardait les bouts de chaussures dans l'incertitude et tout ça. Moi, j'y suis pas allé parce que je voulais pas que ça fasse François Ruffin en campagne qui manipule les AVS alors que ça faisait des mois qu'on était avec vous et tout ça. Et quand je vous ai retrouvé au bistrot, là, c'était la grande libération. Tout le monde se marrait. Enfin, j'ai eu le sentiment que Oui. On était ravis, nous, de cette rencontre, parce que c'est vrai que... Elles appellent ça une rencontre, ok. Enfin, une rencontre, oui. Non, mais avec le département. Une rencontre, forcée. Mais c'est vrai qu'on était ravis. Et puis, on sent qu'on nous accompagne, parce que c'est vrai que, malheureusement, on n'est pas nombreuses. Et nos collègues, tout ça, sont d'accord pour faire quelque chose. Mais derrière, parce qu'elles n'osent pas, parce que notre... Voilà, il y a des retombées derrière. Notre emploi est tellement précaire. Comme il y aura des licenciements. Voilà, il y aura des licenciements. Et la moyenne des salaires d'une auxiliaire de vie, parce qu'il faut savoir qu'on travaille à temps partiel aussi, est de 800, 900 euros. Quand je dis 1000 euros... Alors, il faut savoir que d'après l'INSEE, les aides à domicile, c'est la profession la moins payée de France. Oui. Donc là, l'idée, c'est de supprimer 30% en gros du revenu à la profession la moins payée de France, quoi. Oui. Et c'est une profession assez accidentogène parce qu'on travaille, on porte les gens. C'est vrai qu'on est quand même... c'est quand même un métier difficile. Alors, allez-y, on va passer un micro, donc on va y aller. Non, ma question était simplement de savoir si c'était concernait seulement votre département ou si c'était un changement qui allait être national. Parce que ça, quand même, c'est un statut ça a commencé un petit peu dans la Somme, parce que normalement, il y a une nouvelle loi, la loi du vieillissement, qui est passée en décembre 2015, mais elle est floue, la loi. Et donc, le département de la Somme, avec 2 autres départements, sont des départements pilotes. Mais bon... Et là, il y a d'autres départements qui commencent aussi à suivre cet exemple, malheureusement. Alors, le truc, je pense que c'est tout le problème, et je y reviendrai après, mais c'est que aujourd'hui, si jamais on crée l'éducation, un service d'éducation national aujourd'hui, elle ne serait pas nationale, justement. Compte tenu du climat de l'époque, on ferait à la bonne franquette, département par département et tout ça. Et là, c'est ce qui se passe, parce que si on ne cesse de nous répéter depuis 20 ans qu'il doit y avoir en gros un service public du vieillissement, puisque c'est la silver economy, voilà, donc il faut. Mais comme
on a décidé de décentraliser, de précariser et qu'on est dans cette ambiance-là, eh bien c'est comme s'il était naturel que les services qui se créent dans cette ambiance-là soient faits. C'est-à-dire qu'il y a des endroits de France où les femmes sont des fonctionnaires des collectivités, mais fonctionnaires, quoi. Il y en a d'autres endroits où ils sont tous en prestataire. Oui. Il y en a d'autres endroits où ils sont tous en mandataire. Chacun fait à sa bonne franquette, département par département. Et je pense que nous, la proposition qu'on porte, c'est d'avoir un service public national de la dépendance. C'est-à-dire quelque chose qui, si on considère qu'il n'y a pas de raison que les personnes âgées, elles n'aient pas les mêmes problèmes dans l'Essonne que dans la Somme. Donc à partir de ce moment-là, ce qu'on souhaite, c'est, alors évidemment, là l'avantage c'est qu'elles sont très peu coûteuses comme ça quand même, hein. Elles sont ultra compétitives, Sylvie et Annie et Fétia et Brigitte, quoi. Donc ça coûtera plus. Et il y a 36 conventions collectives et chaque association prend sa propre convention. Donc c'est différent pour tout le monde. Donc c'est ça. Il y a un vide juridique énorme de ce côté-là. Il me semble que dans les Yvelines, il y a aussi des collectivités qui se veulent pilotes sur la mise en place de ce qu'on appelle une plateforme pour mettre en lien le prestataire avec celui qui va rendre le service. Donc on voit le modèle qui peut se dessiner derrière, quoi. De toute façon, elles gèreront ça avec Uber et puis c'est tout, hein. Ça, c'est l'avenir, hein. Voilà. Si on... D'autres questions ? Quel est l'intérêt du département de faire ce rétropédalage ? C'est pour faire des économies. Mais je vais politiser. Bon, ben, je peux y faire aller. des économies. Je vais devancer. Pardon. Faire des économies sur un public fragile. Voilà. Le truc, c'est ce qu'on peut dire de la lutte, là, franchement, les chances pour qu'elle gagne sont limitées, et on le sait depuis le départ, et on ne se fait pas d'illusions, et moi je l'ai dit. Hein. Maintenant, la possibilité s'est élargie parce qu'il y a une personne âgée, non, c'est la préfecture qui avait porté plainte contre le conseil départemental, parce qu'il y a l'appui de la secrétaire d'État qui est du coin, Pascal Boitard, députée, qui est mon opposante dans cette législative, et qui tient à marquer le coup sur ça. Et donc du coup, ensuite, il y a, comment ça s'appelle, le truc de Toubon, là ? Merde. Le défenseur des droits, voilà, le défenseur des droits, c'est pareil. Il a fait des courriers au département en leur disant qu'il fallait qu'il apporte des réponses et tout ça. Donc, entre la lutte qui n'a pas cessé et des actions plus institutionnelles, il y a une possibilité de victoire qui s'étend un petit peu. Ensuite, on sent un peu de fébrilité chez les vice-présidents qui sont candidats aux législatives, donc de droite qui sont candidats aux législatives et qu'on pourrait emmerder avec ça. Donc, il y a une possibilité de victoire qui s'élargit. Elle reste pour moi limitée. Maintenant, ce que je dis, c'est qu'il y a quelque chose à quoi ils ne s'attendaient pas, c'est que ça ne passe pas comme une lettre à la poste. Ils pensaient que ça passerait tout seul, qu'il n'y aurait aucune résistance, que de toute façon c'était des pauvres femmes, qu'il n'y aurait pas de problème, qu'elles ne sauraient pas se mobiliser, que ceci, que cela. Et finalement, à la cérémonie des vœux, on est là et ils ont peur qu'on vienne semer la merde, alors que moi c'est pas dans mon intention parce que voilà, j'ai pas envie que ça fasse manipulation et tout ça, mais ils en ont tellement peur qu'on n'a même pas besoin de semer la merde pour que d'avance ils viennent souhaiter avoir des discussions et tout ça. Donc bon, mais le truc c'est ça ne passe pas comme une lettre à la poste. Donc c'est limité comme victoire, mais enfin c'est déjà ça quand même. Oui, oui. Et puis bon, je pense qu'on s'emmerde pas, quoi. Non. On y prend goût. Donc Annie me disait tout à l'heure, et c'est pas neutre, que je l'ignorais, mais qu'elles sont toutes les deux à la CGT, qu'elle avait déjà été à la CGT dans une vie antérieure. Il y a 30 ans, oui, je travaillais dans une entreprise, c'était une usine, hein, et après un congé parental, j'ai été licenciée. Voilà. Et donc, je me suis battue grâce à la CGT, j'ai pu gagner mon procès. Ça a duré 10 ans, mais bon. Et c'était contre qui ? Voilà. Et contre qui ? La famille Mullier. Mais alors là, c'est relativement classique, donc c'était dans l'industrie. C'est relativement classique comme parcours, et moi je l'ai vu beaucoup, y compris dans l'usine ECCE qui est dans mon film. Les hommes, on les envoie en logistique. Les femmes, on les envoie pour faire aide à domicile, auxiliaire de vie, assistante maternelle, quoi. En gros, c'est vraiment la tertiarisation par la précarisation aussi, parce que pour elles, on pourrait dire, finalement, je pense que pas mal, et y compris vous peut-être, mais Marie-Hélène qui est dans mon film, il voit plus de sens à ce métier-là qu'à bosser en usine, mais en même temps, les conditions dans lesquelles on les fait travailler sont dégradées par rapport à ce qui pouvait être le cas en usine, quoi.
D'autres questions? Oui. Je veux dire, la réponse... Enfin, vas-y. Non, mais c'est parce que, bon, le premier problème, c'est faire des économies, de toute façon. Et donc, comme nous, on est quand même, on va dire, on est en bas de l'échelle, voilà, donc on se permet de faire des économies à notre niveau, à nous. Alors que, normalement, le choix entre rester en prestataire, donc l'association qui s'occupe de tout, hein, des auxiliaires de vie, nous sommes formés pour ça aussi. Et donc, ça coûte plus cher au département. Exactement. Voilà. Ouais. C'est de faire que les personnes âgées soient directement employeurs. Et donc, par exemple, bon, pour donner un exemple, là, quand elles travaillent, comme c'est une association qui les embauche, y compris sur leur temps de trajet entre deux personnes âgées, elles sont payées. Ensuite, quand ça sera les personnes âgées qui seront les employeurs, la première payera, la deuxième payera, mais le temps de trajet entre les deux ne sera plus compté. Puisque, vous voyez ce que je veux dire? Et donc voilà, l'idée c'est de faire des économies à ce niveau-là. Moi je pense que la donnée de base, c'est qu'ils n'ont aucune inquiétude sur la main-d'œuvre. Oui, ils savent que dans la Somme, des personnes pour faire leur boulot, ils en trouveront. Ils en trouveront, oui. Donc ils peuvent chercher à diminuer le coût du travail parce qu'ils sont en position de force sur ce marché-là. Donc il y a pas, les personnes âgées, elles ne seront touchées qu'à la marge par cette réforme-là. Alors, on cherche à dire que c'est elles qui seront touchées et tout ça, parce qu'il s'agit d'élargir le champ des gens qui, vous voyez, de mettre les familles dans la bataille et puis tout ça. Mais le conseil départemental fait tout pour bien dire, non, on touche les salariés, mais pour les personnes âgées, ça ne changera rien. Vous voyez, donc... Oui, oui, c'est exactement ça. Ouais, je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez par rapport aux personnes âgées, parce que moi, il me semble que, alors je ne sais pas comment ça se passe, peut-être que ce que j'imagine est faux, mais j'imagine que quand vous êtes dans une association vis-à-vis des personnes âgées, il y a aussi une façon plus simple d'être en contact avec vous et de demander une auxiliaire de vie. Alors que si elles doivent être employeurs, je trouve que ça les précarise elles aussi, d'une certaine façon. Bien sûr. Est-ce qu'on a essayé de me mobiliser, moi? Je parle du candidat Macron. Oh. Non, on n'a pas encore essayé. Mais non, je pense pas qu'il soit d'accord avec nous, de toute façon. Non, mais après c'est une idée que j'avais, parce qu'on va passer au problème. On peut y aller, hein, s'il veut nous recevoir, on va y aller. Mais c'est... Tout le monde, hein. On va partout, hein, même si on n'est pas invité, on va y aller. Oui. C'est une idée qu'on a, mais j'y viendrai. Je vais reprendre, de toute façon, je vais m'appuyer sur le cas des auxiliaires de vie pour ensuite parler, mais c'est comment on rend ça visible. Il y a cette grosse difficulté. Effectivement, on a pensé à faire la tournée des QG de campagne, évidemment. Maintenant, la difficulté, c'est que déjà, elles ne sont pas parisiennes, et donc il faut se mobiliser, venir à Paris et tout ça, et c'est quand même... Ouais. Et puis ensuite, il y a cet éclatement que dans la Somme, c'est différent. Enfin voilà, donc on est sur cette difficulté. Il y avait une autre question là-bas. Est-ce que le conseil régional a chiffré ses structures économiques? Conseil départemental. Hein. Est-ce qu'on chiffrait ça par rapport justifié de cette précarisation qui nous impose? On a demandé les chiffres, on les attend. Quoi. Voilà. Et alors, tout est dans le dernier numéro du journal Fakir, qui se trouve à la sortie pour 3 € seulement, et un acheté, un deuxième gratuit. Voilà. Qui vient de sortir, là, de l'imprimerie, mardi. Madame Boitard a bien dit que l'État avait mis l'argent au département, justement, pour pouvoir subvenir à tous ses besoins, quoi. Mais nous, on ne voit rien. Nous, à notre niveau, on ne voit rien. Donc il y a de l'argent, mais je ne sais pas où l'argent est parti. C'est ça le problème. On y va, ça vous? Non, merci à Annie et Sylvie.